Nouvelle édition de CFoot d'émission. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition effectivement de CFoot d'émission. On va parler effectivement comme d'habitude de football avec autour de la question d'abord la Coupe de la CAF et Coton Sport de Garoua qui s'est incliné à domicile lors du match aller de demi-finale face à la jeunesse sportive de Kabylie. 1 but contre 2, but de Lambert Arena pour le Coton Sport de Garoua. On vous dira tout sur ce sujet. Deuxième thématique pour cette émission de CFoot d'émission, nous parlerons de cette nomination à la tête de l'équipe nationale féminine du Cameroun avec le nouvel homme fort qui n'est tout autre alors que Gabriel Zabo, qui aura donc la destinée désormais de cette équipe, de cette jeune équipe amenée par une Choutadjara tout feu tout flamme depuis quelques années et qui cette saison a quand même un peu régressé. Pour parler de tous ces sujets, je suis en compagnie de nos invités que vous connaissez pour certains. D'abord à ma droite, Yvan Kamoua. Bonsoir Yvan. Salut Alain Denis et salut à tous ceux qui nous regardent. Juste en face de vous, le coach Lacombe Monté qui nous a aussi fait le privilège d'être parmi nous ce soir. Coach, bonsoir. Et bon après-midi à toi Alain, bon après-midi à Yvan. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on s'était vu la dernière fois, c'était au Café des Sports. Oui. Donc c'est toujours un plaisir de partager des plateaux avec des jeunes comme vous, des jeunes qui sont en train de monter en puissance. Donc bon après-midi à toute l'équipe technique et à tous ceux qui nous regardent. On espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Un bon moment de football, effectivement, juste à côté de vous. Il est là aussi notre ami, notre frère, notre confrère de la rédaction, en l'occurrence Louis Baudelaire Nguéné. Louis Baudelaire, bonsoir. Bonsoir Alain Denis, bonsoir à Yvan, que j'ai le plaisir de retrouver sur un plateau, tout comme le coach Lacombe, que je retrouve après un bon bout de temps. Bonsoir à tous. Avec vous, Louis Baudelaire, j'aimerais d'abord m'arrêter avant de poursuivre, d'entrer dans le vif du sujet dans cette émission, m'arrêter quelques secondes sur ce chronogramme des élections à la Fédération camerounaise de football qui est déjà connu. Ah oui, il est connu via le communiqué qui a été bien sûr rendu public. Ça fait quelques jours déjà par la Fédération camerounaise de football. Le chronogramme, vous le disiez, il a été bien sûr approuvé par la FIFA. Ce chronogramme prévoit 3 différentes grandes étapes qui nous conduiront bien sûr à l'élection d'un nouvel exécutif à la Fédération camerounaise de football, avec la première étape qui nous conduira dans quelques jours seulement au mois de juillet 2021. Une première étape bien sûr qui concerne l'organisation bien sûr par une assemblée générale qui sera appelée à adopter les nouveaux statuts de cette Fédération camerounaise de football et ainsi que bien sûr l'élection de nouveaux membres bien sûr des commissions indépendantes ainsi que bien sûr des organes juridictionnels. La deuxième étape quant à elle bien sûr va concerner ira sur la période août-septembre 2021 avec cette fois-ci bien sûr les élections des exécutifs des ligues départementales, des ligues régionales ainsi que bien sûr les différentes bien sûr je veux dire la troisième étape quant à elle, voilà j'y arrive enfin, qui ira sur la période d'octobre 2021. Cette fois on aura l'élection du président de la Fédération camerounaise de football ainsi que des membres du nouveau comité exécutif qui seront chargés bien sûr de l'accompagner tout au long de son mandat. Les 3 étapes sont déjà connues. Vivement que les choses se passent cette fois très bien, qu'on évite ce qui s'est passé avec Tombi Aroko en 2017, qu'on évite bien sûr ce qui s'est passé en 2018 avec celui qui est en place actuellement, c'est Seydou Boudjia, qu'on reparte vraiment sur de nouvelles bases. Plus que 4 mois donc, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez depuis vos domiciles, plus que 4 mois et ce sera la fin de l'intérim à la tête de la Fédération camerounaise de football. On prend la transition et on revient parler de Coton Sport de Garoua et la Coupe de la CAF. Coupe de la CAF donc avec Coton Sport de Garoua qui s'est incliné à domicile, c'était à Yaoundé. Le match, vous le savez, avait été délocalisé de Garoua pour Yaoundé pour cette demi-finale aller de la Coupe de la CAF. C'était face à la jeunesse sportive de Kabylie, les Algériens qui sont venus une nouvelle fois s'imposer en terre camerounaise sur le score de 2 buts contre 1. Un match qui a été assez difficilement vécu par les hommes de Aboubakar Souleymane qui à la fin de la rencontre se sont exprimés, vous écouterez certains parmi eux. Mais moi j'ai envie de revenir ici sur le plateau pour vous interroger sur la question, Yvan, comment avez-vous vécu cette rencontre-là? On a vu un match entre 2 oppositions. On a vécu une opposition de style. C'est vrai qu'on savait déjà a priori comment est-ce que les clubs du Maghreb jouent. On savait que la JSK devait poser plus ou moins beaucoup de problèmes à cette équipe de Coton Sport, eu égard aux 2 rencontres qu'ils ont eu à jouer lors de la phase de poule. Eh bien, on n'a pas été trompé parce que c'est exactement cette physionomie-là que nous a servi cette rencontre entre une équipe de Coton Sport qui a eu beaucoup de problèmes, notamment dans son déploiement tactique, ce qui a offert beaucoup de liberté à cette équipe de la JSK pour dérouler son jeu.
Et malgré l'ouverture du score un petit peu contre le cours du jeu de Coton Sport, derrière c'est une équipe de JSK qui a su s'appuyer sur son expérience, sur la qualité collective et individuelle de son équipe pour refaire son retard et finalement s'imposer dans cette rencontre-là. Donc finalement, au thème de la rencontre, on va dire que c'est une victoire méritée de la part des Algériens qui ont montré beaucoup plus d'arguments dans cette rencontre-là pour tirer leur épingle du jeu. Ce qui naturellement corse davantage les choses pour Coton Sport dans l'optique d'une qualification pour la finale, parce que ça va être extrêmement compliqué d'aller chercher une qualification du côté de Kabylie pour une équipe qui n'a gagné pratiquement aucun match à l'extérieur depuis le début de la compétition. Alors, coach Yvan parle d'une mission assez compliquée lors du match retour dimanche dans quelques jours seulement du côté de la jeunesse sportive de Kabylie. De quel niveau s'est faite la différence dans cette rencontre aller d'abord Esponzi du côté de Yaoundé? Dans tous les sens du terme. Ouais. Parce que le football étant d'abord de la psychomotricité, il y a d'abord ce problème de délocalisation, ce problème de bar, ce problème de transport, il y a tout ça qui joue. Et puis la logique voudrait que Coton Sport soit des matchs à domicile. On part d'abord de là. Je pense que ça a eu un impact sur le plan mental au niveau de Coton Sport. C'est vrai qu'il y a eu une très bonne entame de match. Mais on a eu en face de une équipe qui était bien sur le plan tactique, une équipe qui était sérieuse, une équipe qui savait exactement ce qu'elle devait faire. Bien que le but soit arrivé du côté de Coton Sport avant, mais on a eu une équipe calme, bien organisée et qui a pris de manière progressive l'ascendant. Mais sur ce match, moi je pense que ça va être très compliqué pour Coton Sport de se qualifier. Ça, il faut être honnête. Je l'ai dit sur le plateau d'équipe de télévision, qu'un match à qualification comme ça où il y a des influences négatives sur le plan de la psychologie, c'est très compliqué. Donc moi je vois pas Coton Sport facilement remonter la pente. Et puis de l'autre côté maintenant, vous avez en face de vous un entraîneur qui connaît le pays, qui connaît la ville de Garoua, qui connaît l'équipe de Coton Sport, qui connaît l'esprit fondamental de Coton Sport. Et c'est, regardez, quand je regarde le match, je crois que ça fait 3 fois qu'il gagne Coton Sport. Je crois, effectivement, il y a eu un but à 0 à un moment donné, en phase de poule et 2-1 au retour à un moment donné, ça devient ce qu'on appelle la psychose. Et nous-mêmes, la Fédération de Cameroun de football, on a aidé l'équipe de Coton Sport à plonger dans la psychose avec tout ce qui s'est passé autour. Donc moi je dis que ça va être très compliqué pour Coton Sport. Ça va être très compliqué. Ils n'ont pas des armes véritables pour renverser la vapeur à la face autour. Et puis, de manière générale, les équipes locales africaines, dont l'Afrique noire, ont beaucoup de problèmes face aux équipes du Maghreb. Ça, il faut le dire. Parce que il y a moins de cohésion chez nous sur le plan tactique. On a beaucoup de manquements, on a beaucoup de lacunes. C'est pas pour autant dire que les entraîneurs ne bossent pas. C'est parce que dès la base, on n'apprend pas aux footballeurs africains, plus précisément camerounais, le sens de la tactique, dans la notion d'intelligence de jeu. Il y a ça qui manque beaucoup. Et je pense que l'équipe du Maghreb a plus d'avantages de se qualifier. C'est vrai que quelqu'un m'a dit non, on est Camerounais, on est patriote. Moi, je ne suis pas en tant que technicien. Ça peut arriver un jour quand on sentait du côté du Maghreb de travailler. Moi, je pense que c'est compliqué pour Coton Sport. C'est compliqué. Il va falloir. La seule façon de gagner ce match, ce ne sera pas trop sur le plan tactique et technique. C'est qu'il faut trouver des ressources mentales nécessaires. Il faut aller puiser dans les trucs. Parce qu'on peut perdre à Yaoundé. On mène au score et on s'est fait rattraper. Après ça, bon, il y a eu ce but litigé, on a refusé. On en reparlera d'ailleurs dans la suite de l'émission. Ça, c'est très compliqué pour Coton Sport, à mon avis. Alors, quand vous parlez de cet aspect tactique qui aurait donc fait la différence, bien sûr. Avant de donner la parole à Baudelaire qui est en face de moi, j'aimerais qu'on écoute d'abord un joueur de Coton Sport de Garoua, en l'occurrence le défenseur central Aurélien Itamengombe, qui revient sur la rencontre et qui semble un peu conforter ce que vous dites. Écoutons Aurélien Itamengombe. Je pense que la différence est faite, je dirais, au niveau du réalisme. Après, vous savez comment les Arabes sont. Ils sont super intelligents, tactiquement bien sûr. Ils sont tactiquement bien. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Mais après, on a pu répondre, je crois, sur le plan athlétique et physique, ce qui était très important. Voilà, après, on a pris 2 buts, un but d'inattention et l'autre en CSC. Après, on va pas cracher dessus. Il y a un match retour, tout est possible.
C'est vrai, ça ne va pas être facile, mais on y croit toujours, on y croit parce que nous sommes des footballeurs, on a déjà tout vu dans le football. Donc c'est une occasion de croire et de montrer que nous sommes des jeunes et que nous voulons vraiment aller à Cotonou le 10. C'était donc Aurélien Etamen Gombe, défenseur central de cette équipe de Coton Sport Garoua, qui revient sur les difficultés tactiques qu'a pu avoir l'équipe de Coton Sport Garoua dans la rencontre, qui parle d'une équipe de Coton qui a essayé de répondre sur l'aspect un peu athlétique. Mais lui, pour le dernier, on a vu Coton Sport Garoua d'entrée de jeu faire bloc bas. Mais s'il te plaît, coach en une seconde. Oui, vous savez, le football n'a pas que l'aspect physique. C'est-à-dire que les Camerounais ont des dit qu'on est fort physiquement. Ouais. Dans le football, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur tactique, il y a le facteur technique qui compte. Si on passe le temps à courir dans tous les sens, on ne va pas jouer au football. Le terrain est bien délimité, ça a des zones, ça a des compartiments. Donc on peut être beau physique, on court dans tous les sens, ça c'est pas la peine. Il faut être bien en place. Donc je vous l'ai dit ça avant que vous donniez la parole à... Et effectivement, c'est ce qu'il relève. Enfin, il exprime clairement qu'ils ont été battus tactiquement et donc ils n'avaient que l'aspect athlétique à pouvoir opposer à l'adversaire. Le coach dit ça ne suffit pas. Effectivement, il a certainement raison. Alors, Guinée, on a vu cette équipe de Coton Sport Garoua faire directement bloc bas dès le début de la rencontre. Est-ce qu'ils n'ont pas facilité la tâche à la JSK? Alain, je pense la semaine dernière, lorsque nous étions sur ce même plateau, j'étais en train de vous dire ceci. Coton a perdu le premier match de groupe face à la JS Kabylie. On a perdu le match retour toujours face à la même équipe. Au troisième match, je vous ai dit, forcément, il y a quelque chose que l'entraîneur devra revoir dans cette équipe pour changer. Parce que vous ne pouvez pas perdre un match, deux matchs. Au troisième match, vous reprenez la même équipe, vous mettez au stade, vous dites, on part jouer avec le même système de jeu. Avec le même système de jeu. Et Tam, il nous parle des conditions physiques et tout ça. Le coach a bien fait de relever, bien sûr, les péripéties qui ont émaillé l'avant-match. Mais moi, je vais revenir sur l'aspect purement tactique de l'entraîneur. Je vais dire, sur cette rencontre, il a manqué un tout petit peu d'humilité. Parce qu'on savait tous que la JS Kabylie est supérieure techniquement à Coton Sport de Garoua. On a un système qui n'a pas fonctionné. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ma petite analyse m'a poussé à dire, on a Etamen Gombe qui est diminué, on a Banga qui est diminué, mais qu'est-ce qu'on fait? On joue avec 3 défenseurs centraux, on essaie de remonter les 2 latéraux pour former un milieu à 5 et jouer avec deux attaquants. Avec ce système-là, on est sûr que lorsque la JS Kabylie est en situation offensive, les 2 latéraux qui sont montés au milieu peuvent redescendre, donner un coup de pouce à la défense. Et là, on forme une défense à 5. Je parle avec, bien sûr, le contrôle de l'entraîneur qui est sur le plateau. Lorsqu'on est en situation offensive, ces mêmes latéraux qui sont au milieu peuvent apporter offensivement. Donc, je parlais tout à l'heure de manque d'humilité parce qu'il a voulu jouer d'égal à égal avec Denis Lavagne en sachant que l'équipe de la JS Kabylie est tout de même supérieure. Donc, il y avait quelque chose à changer. Je vous assure que si on avait joué avec 3 défenseurs centraux, les 2 là, Etamen Gombe et Banga, ne se seraient pas retrouvés dans des difficultés. Et à chaque fois que la JS Kabylie était en situation offensive, les gars se retrouvaient en supériorité numérique dans le camp du Cameroun et forcément la défense était sous la pression et sous la panique. Le résultat des courses, même le gardien n'était pas dans son match. Donc c'est autant de choses qui ont conduit notamment à la défaite de Coton Sport de Garoua dans ce match. Que la Guinée sportive de Kabylie a évolué en 3-4-3 et en face, Coton a essayé d'opposer un 4-3. Après des systèmes qui sont pas très superposables et donc peut-être il y a certains analystes qui sont amenés à dire qu'il est difficile avec un 4-3-3 de jouer face à une équipe qui joue en 3-4-3. Je ne sais pas si vous partagez le même avis, coach, pendant quelques secondes avant qu'on évolue. Non, je crois que déjà que les systèmes de jeu, c'est le dispositif et ça dépend des éléments qu'on a sous la main. L'animation. Non, ça dépend des éléments, dont des hommes. Des hommes. On ne peut pas vouloir jouer le 4-4-2, pourtant on n'a pas les hommes qui déposent le 4-4-2, ça c'est clair. Là, selon on parle que le football est un tout petit peu scientifique. Maintenant, quand on mettait sur pied un système de jeu, il y a ce qu'on appelle l'animation de jeu. Je peux jouer en 4-3-3, mais je n'anime pas. De la même façon. Vous le faites. Vous pouvez jouer avec le système de la GSK, je joue en 4-3-3, je vous contre. Et je vous bats facilement. On a vu le grand Liverpool à l'époque qui était fidèle à son 4-3-3. Peu importe l'Amada qui est en face. Mais quand c'est bien animé, c'est comme ça que je vous dis, le terrain n'est pas une rivière où les poissons nagent en désordre. Non, c'est-à-dire, quand on a mis le système en place, c'est d'abord ça qui travaille d'abord à l'entraînement. Il faut le huiler. Maintenant, c'est l'animation. Regarde, par exemple, l'équipe de France. Les 3 attaquants qui sont semblés, entre guillemets, être les meilleurs n'arrivent pas à se retrouver. C'est sur une passe de Pogba que Benzema fait la différence. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. On peut avoir les meilleurs éléments, mais quand on n'anime pas bien, on peut bien les disposer, mais n'est pas bien les animer et ça cause problème. Donc, le problème n'est pas au niveau du système de jeu, le problème au niveau de comment du déplacement défensif et offensif des joueurs quand on paie ou bien quand on gagne un match. Je pense à mon avis, c'est ça le problème. Donc on peut avancer le jeu, mais c'est la manière à laquelle on anime.
Lui, il propose qu'on peut jouer avec 3 défenseurs, c'est-à-dire en 3-5-2 par exemple. Ouais. Vous pouvez jouer à 3 en 3-5-2, mais quelqu'un qui joue en 4-3-3 vous met en difficulté. Parce qu'il vous dit dès la base, vos 3 défenseurs seront en difficulté dans le 1 contre 1 parce que les 3 attaquants. Donc maintenant, est-ce qu'on a des joueurs réceptifs? C'est là où je vous dis, c'est ça le problème. Est-ce qu'on a des joueurs dans le pays réceptifs? Si oui, à combien de pourcentage? Il y a peu de joueurs capables de comprendre. Ouais. Et ça, Yvan le relevait dans la dernière production, il disait effectivement que le propre de nos joueurs, c'est leur faiblesse tactique au niveau de l'intelligence et qui sont vraiment très... oui, puisqu'en fait, la tactique, pour ne pas faire la littérature, on dit que c'est non. La tactique, c'est l'intelligence game. La stratégie, en fait. Non, c'est l'intelligence game. Ouais. C'est l'intelligence de jeu. Parce que la stratégie, c'est ça, c'est un peu comme les balles à la théorie. Ouais. C'est l'intelligence. Il a le ballon, qu'est-ce que moi je fais? Ouais. On a perdu le ballon sur le flanc gauche. Moi, au flanc gauche, je fais comment? Quand le latéral droit est parti, moi, je fais comment? Et tout ça, c'est fait à rentrement. La façon que moi, j'anime, n'est pas comme ça que dans quelqu'un d'autre animera. C'est différent. Mais les systèmes de jeu, le 4-3-3, on trouve ça partout ailleurs. Le 3-1, on ne trouve pas tout ailleurs. La différence, c'est ça. Mais peu importe, mais j'ai dit encore, peu importe le système qui a été mis en place, je pense que ce match a été faussé dès le départ par nos dirigeants eux-mêmes. Il est inconcevable qu'on programme un match et on a un problème de transport. Dans le football, pour moi, il n'y a pas la magie. Ouais. Il y a pas et Dieu est pour tout le monde. Et tout se joue sur le terrain, donc d'après le coach. Oui, Dieu est pour tout le monde. Les gens qui vont te dire que non, non. Vous ne pouvez pas. C'est compliqué. Bon, comment est-ce qu'ils ont voyagé? Donc, apparemment, ils ont pris le bus, je ne sais pas trop pour aller. C'est compliqué. Et après ça, il y a le facteur physique qui va jouer. On a fait une distance. On a arrivé quand? On a eu combien de jours pour... C'est compliqué. Moi, j'ai dit encore. J'ai dit avant, c'était compliqué pour Coton Sport de gagner au match aller. Et on a vu les buts qu'ils ont pris. L'un qui est souvent impérial. Oui, il a commis des erreurs individuelles. C'est là où on parle de la psychomotricité, parce que c'est là. Et je vous assure qu'il y a eu la visite du Sénat, faut qu'il y ait une visite. Ça ne compte pas. Ouais. Parce que dès la base, tout a été faussé. Tout a été faussé avec ces... Oui. Ils ont été entamés psychologiquement. Et j'ai l'impression que la fédération ne croyait pas que Coton Sport pouvait arriver là. Or, la courbe que Coton Sport a prise, moi, j'attends Coton Sport en finale. Ouais. Ça, je vous le dis. Hein. De toute façon, il n'est pas encore tard, il y a un match retour à discuter. On en parlera d'ailleurs dans la suite de ce programme, mais j'aimerais, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez depuis vos domiciles, que vous partagez ce direct, que vous likez d'abord, ensuite que vous partagez. Et pour que nous, on va donc avancer sur les échanges, en parlant cette fois-ci de cette affaire litigeuse de l'arbitrage avec ce but invalidé par l'arbitre. J'aimerais, mesdames, messieurs, que chacun de vous nous dise en oui ou non, est-ce qu'il y a but sur cette action? Yvan, but ou pas but? Moi, je pense qu'il y a but. Honnêtement, sans chauvinisme, je pense qu'il y a but. Parce que sur les différentes images arrêtées qu'on a vues, on voit d'ailleurs les images clichés, on voit que c'est vrai, pour moi, le ballon a entièrement franchi la ligne. Ouais. Après, ça dépend de deux choses. Premièrement, de l'appréciation de l'arbitre et de la qualité des appareils techniques mis à la disposition du VAR. Du côté de Yaoundé, qui puisse permettre non seulement aux arbitres qui sont à l'équipage qui est au niveau de la régie du VAR, qui doivent disposer de suffisamment d'éléments et suffisamment à temps pour pouvoir interpeller l'arbitre qui, lui, à ce moment-là, doit décider. Parce qu'il y a différents angles de vue aussi. Voilà, parce que si vous n'avez pas les appareils qui vous permettent de prendre la décision suffisamment tôt, on ne va pas arrêter le jeu pendant 10 minutes. Conséquence, l'arbitre, lui, il a continué c'est-à-dire qu'il a continué avec le fil de la rencontre parce que derrière, il n'a pas été interpellé par le VAR qui, j'estime, n'avait pas eu des éléments qui leur permettent de prendre une décision suffisamment tôt qui les aura amenés à interpeller l'arbitre. Donc c'est malheureux pour Coton Sport, mais comme le coach le disait tout à l'heure, du côté des dirigeants fédéraux, on n'a pas ménagé forcément les conditions qui devaient garantir à Coton Sport l'entièreté de ses chances dans cette rencontre-là. En football, il y a plusieurs éléments de performance. Et là, je parle sur le contour du coach. Il y a ce qu'on appelle les facteurs dynamiques et les facteurs socio-professionnels. C'est précisément ces deux facteurs-là, à mon avis, qui ont amené Coton Sport à plonger dans ces rencontres-là parce que psychologiquement, ça a eu un impact. Quand vous jouez du côté de Yaoundé, alors que vous avez joué vos 14 précédents matchs ou vos 7 précédents matchs du côté de Garoua, ça fait que forcément au niveau de l'environnement, au niveau de la familiarité avec l'environnement, il y a quelque chose qui manque. Et on a très bien vu, quand vous voyez les erreurs que Nancy Lane fait sur les deux buts, et même sur une autre action qui aurait pu conduire à un troisième but, vous comprenez simplement que le gars, il manque de repères. Et ce sont ces éléments. Donc pour revenir à votre question, pour moi, il y avait but, mais malheureusement, j'estime que l'équipe arbitrale ne disposait pas, n'a pas aidé dans sa tâche, peut-être pas la qualité du dispositif technologique. Oui.
par rapport au VAR qui leur aurait permis de prendre la décision suffisamment tôt. Vraiment, coach, oui ou non, sans développement, oui ou non, but ou pas but? Non, vous ne pouvez pas, dans un pays comme le nôtre, s'il dit qu'on va et donc, mais je sais pas, donc faire un truc comme ça, moi je suis argumenter. Non, moi je suis d'accord. Honnêtement, même c'est ça qui va faire notre, comment on appelle ça, au football on appelle ça le point coaching, c'est-à-dire que donc comment le thème central. On va vous tirer sur Coton Sport, mais moi je dis encore, voilà un truc qui est catastrophique. Moi je peux vous dire qu'il y a but, mais est-ce que le pays nous a aidé à dire qu'il y a but? Mais c'est ça le problème. À quoi sert donc tout ce qu'on a fait, on a transporté, à quoi sert toutes ces installations qu'on a fait? Dans d'autres pays, dans d'autres compétitions, on montre les différents angles. Du moment où le gars il est accroupi, il est fléchi, on voit le ballon qui est en train de partir. Quand on m'impose, le ballon n'a pas entièrement franchi. Mais quand il s'assoit, non, de manière simple. On sait alors pour nos internautes qui nous suivent, je rappelle qu'on a eu le ralenti environ 3 à 4 minutes après que l'action se soit déroulée. Et que les caméras sont celles de la CRTV sur le terrain, mais la réalisation est celle de la CAF. Non, non. Les appareils sont ceux de la CRTV. Oui. Donc c'est la CRTV qui devait, je ne sais pas, produire ou donner, disposer. En fait. Oui. Donc ça veut dire qu'on est limité, on a des manquements, on a un gros problème infrastructurel. Alors, juste autre précision, pour moi qui étais sur le terrain ce jour-là, je peux dire avec autorité ici que la CRTV avait sur ce terrain plus de 8 caméras. Oui, sauf que pour un match de haut niveau, 8 caméras, ça suffit pas. En fait, quand je dis 8, c'est ce que j'ai pu voir. On voyait facilement, il y avait des caméras de tous les côtés du stade. Ça, je peux le dire avec autorité, vraiment. Nous sommes à quelques mois de la CAN. On est en train de s'amuser avec un petit match où on n'allait pas prendre une décision pareille. Et nous sommes où, enfants de là? C'est l'arbitre de problème, non? Non, c'est très compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut que ces gens-là qui commencent à installer, qu'il faut qu'ils fassent très attention. Parce que ce but-là peut coûter très cher au Cameroun. C'est-à-dire pour ne pas dire... Mais à qui la faute donc? Est-ce que c'est à l'arbitre qui ne va pas voir la VAR? Est-ce que c'est à la réalisation qui ne montre pas le bon angle? Non, c'est à la réalisation, c'est aux appareils, c'est à ceux qui dirigent, c'est à ceux qui installent, c'est à ceux qui gèrent. C'est eux la faute. Je ne passe pas par Kajimé pour le dire. Je vous le dis, la faute à tout le monde en fait. Non, le vrai problème c'est ce but-là n'est pas validé parce qu'on n'a pas mis tous les éléments. Les dons est nécessaire. Parce on le voit d'ailleurs en image. On n'a pas fourni tous les éléments nécessaires. À quoi sert donc ceux qui sont dans le box qui regardent? Je suis convaincu qu'ils ont vu qu'il y a un but. Puisque du moment où le gars s'assoit, non, la cuisse n'est pas assez petite. C'est-à-dire que ça pousse le ballon à l'intérieur. Forcément, il y a but. Maintenant, on n'a donc pas les éléments pour le démontrer. Voilà. Et à qui la faute? À la CRTV. Aussi simple que ça. Je suis d'accord, Alain. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, le coach, il évoque dans sa prise de parole la qualité du matériel. Mais pour nous qui avons les images, regardez la qualité de l'image. Comparez-la à ce qui se fait ailleurs. C'est-à-dire que vous avez une image qui est presque floue, ça montre à suffisance ce que l'entraîneur dit sur la qualité du matériel qui est au stade. C'est une image qui est zoomée, parce que la qualité de l'appareil qui a pris l'image, tu vois, n'était pas suffisante. Pas de haute définition. Ailleurs, c'est tellement clair. C'est-à-dire que sur une action, vous avez au moins... Vous avez mis une multiplicité d'angles. C'est-à-dire qu'on vous montre l'action dans tous les angles possibles pour que vous puissiez avoir un aperçu. C'est-à-dire que si on avait eu la vue de face, c'est-à-dire le joueur qui s'accroupit sur le ballon, si on avait eu la vue de face, on aurait forcément vu la vue dessus aussi, on aurait forcément vu la différence qui a été faite à ce niveau. Et moi également, je reviens sur un fait, peut-être qui est passé inaperçu, je me dis, l'avenue de la VAR a un tout petit peu éclipsé la goal line sur ce genre d'action, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est autant de choses. La goal line aurait tranché directement. Ça aurait signalé à monsieur le central, la balle a traversé, il n'y aurait pas eu de débat là-dessus. Voilà. On va donc progresser dans nos échanges, mesdames, messieurs, avec cette fois-ci les chances de Coton Sport dans la suite de la compétition. C'est vrai qu'on a évoqué la question de l'arbitrage. Vous êtes tous d'accord, on est tous d'accord ici qu'il y a effectivement un but et que l'arbitre a... Non, si on analyse, mais si c'est qu'on veut nous faire voir ce qu'on a vu, on va te dire qu'il n'y a pas de but. Ok, donc on analyse de mettre... Donc on est donc tous d'accord qu'il y a effectivement un but sur cette action et que le but de Coton a été volé. L'autre élément qui corrobore le fait qu'il y a un but, c'est que depuis cette rencontre, on n'avait vu aucun arbitre qui s'est fendu dans un commentaire qui dit qu'il n'y a pas but.
Moi, je n'ai pas vu, à ma connaissance, j'ai vu plusieurs analyses d'arbitres même étrangers, occidentaux, qui ont analysé, mais personne ne vous dit qu'il n'y a pas bu. Oui. C'est pour vous dire qu'il y avait manifestement bu. De Canal Plus Horizon, je crois, il dit que non, là c'est le but. C'est-à-dire que le mec qui faisait le commentaire, là. Ouais. Ben voilà. De toute façon, ça reste une question d'opinion, parce que le règlement, lui, prévoit que la balle doit traverser entièrement la ligne. Non, c'est la le loi. problème n'est pas réglementaire, il n'est pas normatif, il est plus d'ordre visif, d'ordre visuel, parce qu'il y en a qui vont dire qu'ils ont vu que la balle n'a pas traversé la ligne, et d'autres qui diront que le mec, quand il s'assied sur le sol, le défenseur algérien, la balle, évidemment, ne pouvait que traverser les buts. De toute façon, le score est là, il est implacable. Coton a perdu sur le score de 1 but contre 2 pour la jeunesse sportive de Kabylie. Et nous, on va un peu progresser dans nos échanges pour parler cette fois-ci des chances de Coton Sport Garoua dans cette compétition. Ou alors, pour ce match retour, Coton peut-il se qualifier? Nous évaluons les chances de Coton dans cet élément et on revient juste après pour en parler. Sport de Garoua a le pied sur l'étrier. Battu à domicile sur le score de 2-1 face à la jeunesse sportive de Kabylie, les hommes de Souleymane Aboubakar doivent désormais s'imposer soit en marquant minimum 3 buts, soit par début d'écart pour espérer la qualification en finale le 10 juillet à Cotonou. Difficile mais pas impossible. Coton Sport devra simplement se comporter différemment de dimanche dernier où on a vu une équipe tactiquement écarée et surtout techniquement en dessous de la moyenne dans une rencontre au cours de laquelle les cotonculteurs n'ont fait que résister aux Algériens. Si les 22 acteurs ont offert sur le terrain un spectacle relativement vivant, l'autre attraction sur l'aire de jeu était l'arbitre de la rencontre, l'Égyptien Amin Mohamed Amin. Alors que Coton était déjà mené au milieu de la seconde période, l'Égyptien a choisi de fermer les yeux sur une balle que tout le monde entier a vu entièrement franchir la ligne. Plus déconcertant encore, son refus de faire recours à l'assistance vidéo face à cette situation plus que litigieuse a laissé transparaître aux yeux de plusieurs la thèse du complot. Une situation qui a d'ailleurs poussé le club camerounais à contester le trio arbitral tunisien programmé pour le match retour. Allez, voilà, c'était donc cet élément sur les chances de Coton Sport de Garoua par rapport à ce match retour qui arrive. On l'a dit, en chiffre Coton, on le voit derrière en visuel sur le petit écran, qu'il faudra minimum une victoire avec minimum 3 buts pour Coton Sport Garoua pour se qualifier, ou alors une victoire avec 2 buts d'écart pour être directement qualifié. Donc une victoire du genre 3-2, 4-3, qualifier Coton, ou alors 2-0, 3-0, 4-0 pourrait qualifier Coton. On le voit d'ailleurs en image. Coach, je commence par vous. Est-ce que c'est possible pour Coton? Non, c'est possible, il faut croire. Ouais. Mais c'est très compliqué pour Coton Sport. Possible, ça, non, la possibilité, c'est des choses qui existent. Donc on peut être mené 100-0, il y a des possibilités de faire même des 100 buts. Mais je crois que dans ce cas de figure, pour être honnête, ça va être très compliqué pour Coton Sport. Ça va être très compliqué pour Coton Sport, peu importe. Sauf si, comme on dit, le football c'est un mystère. Mais aller jouer au Maghreb, bon. Quelqu'un m'a dit non, on a aussi délocalisé le match. Non, ça c'est pas un élément qui peut jouer à la faveur de Coton Sport. Je pense que vu le match que j'ai vu, sur le plan tactique, sur le plan mental, ça va être très compliqué pour Coton Sport de marquer 3-4 buts. Et puis encore que j'ai l'impression qu'il risque d'encaisser encore là. Il peut faire de 1 et prolongation. De toute façon, tout est possible dans un match de football qui se dispute en 90 minutes. Alors il y a Denis Lavagne qui lui aussi s'est exprimé à l'issue de cette rencontre et qui pour lui, malgré cette victoire 2-1 à l'extérieur, estime que rien n'est encore fini et qu'il faudra aller chercher les 20%. Il a d'ailleurs fait une échelle de pourcentage en disant qu'il reste 20% qu'il faudra aller chercher à domicile du côté d'Alger. Écoutons Denis Lavagne et revenons pour poursuivre les échanges. On repart à 0, on prend le score 2-1 et puis bon après il faut repartir à 0 et se dire qu'il y aura encore un combat de 90 minutes à gagner et donc se préparer en conséquence. C'est vrai qu'on a fait un bon pas pour la qualification, mais il reste 20% peut-être de la qualification à aller chercher et donc c'est les 20% les plus durs. Et il va falloir faire encore un bon match pour pouvoir accéder à la finale. Denis Lavagne qui estime donc clairement que rien n'est encore fini, il reste 20% et qu'il faudra aller chercher ces 20% là à domicile face à cette équipe de Coton Sport de Garoua. Yvan, est-ce que tu partages le même avis que Lavagne pour dire que le plus difficile reste encore à faire? Oui, je pense qu'il a le triomphe modeste lorsqu'il le dit, parce qu'on sait que dans
dans ce type de compétition, aller s'imposer à l'extérieur est un très gros avantage, surtout lorsque le match retour va se jouer à domicile. Déjà au niveau du mindset, vous partez avec une certaine sérénité de l'avantage acquis à l'extérieur. Surtout que la GSK peut se permettre d'encaisser au match retour, de perdre même au match retour, ça va être éliminé, c'est-à-dire genre une victoire, 1-0 de Coton Sport va les qualifier. Or, lorsqu'on sait que Coton est une équipe jusqu'ici qui tourne à une moyenne de buts de moins d'un but par match sur cette campagne africaine, ça va être extrêmement compliqué. Quand on va encore calculer le nombre de buts que Coton Sport a inscrits à l'extérieur depuis le début de cette campagne africaine, ça rend encore plus difficile, ou alors ça amaigrit davantage les chances de qualification de Coton Sport. Effectivement, pour une équipe comme la JSK, qui a une haute expérience, je le soulignais déjà ici lors de la dernière émission, une haute expérience de la Coupe africaine, qui a un entraîneur hyper expérimenté, qui a roulé sa bosse un petit peu partout, qui en termes de qualité individuelle et collective a un avantage net sur cette équipe de Coton Sport. Ça fait beaucoup trop d'éléments sur lesquels Coton Sport devra marcher pour pouvoir espérer une qualification. Et je pense que ça va être très compliqué. En football, tout est possible. Mais les chances de qualification de Coton Sport, à mon avis, sont très maigres. Les chances de qualification de Coton Sport sont donc très maigres, selon notre consultant Yvan Kamoy. Il y a cette statistique que nous sommes allés chercher. Nous avons dénommé la stat qui fait peur. Alors, elle s'intitule ainsi: en dehors de Napsa Star et la victoire 0-1 de Coton Sport à l'extérieur, Coton Sport de Garoua ne s'est plus imposé à l'extérieur en Coupe de la CAF depuis la phase de poule. Est-ce que ça doit vraiment faire peur à Coton du Baudelaire? Je pense que nous sommes arrivés à un stade de la compétition où on doit mettre de côté les statistiques qui donnent, qui donnent certaines équipes favorites, qui donnent d'autres. Oui. Non, je pense qu'à ce niveau-là, au regard surtout du match qu'a fait Coton à Yaoundé, on ne doit certainement pas se focaliser sur ça. Je pense que les gars ils vont arriver à Alger avec la ferme conviction de faire mieux que ce qu'ils ont fait à l'aller, même s'il faille que voilà, Coton soit éliminé. Je pense qu'ils voudront surtout montrer un autre visage que ce qu'ils ont montré. En attendant aussi que voilà, la CAF se penche véritablement sur l'aspect des buts à l'extérieur, comme lui est en train de révolutionner ce débat. Non, mais c'est pas que ça m'arrange, c'est juste que voilà. Qualifié sur les phases précédentes. Oui, justement, avec l'avantage du but à l'extérieur. Non, c'est juste que voilà, aujourd'hui, c'est vrai que le débat aurait été différent si le but à l'extérieur existait ou alors n'existait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme je disais, les gars, ils vont arriver avec l'envie de faire différemment les choses cette fois-ci. L'envie peut-être de sortir la tête haute, ou alors s'il y a une qualification, aller chercher, sortir les tripes. Et voilà, on espère que voilà, il y aura, on vivra une toute autre rencontre que celle qu'on a vécue dimanche dernier. Une toute autre rencontre donc que celle qu'on a vécue dimanche dernier. Écoutons à ce sujet Tombi Alemi, qui est attaquant de cette équipe de Coton Sport de Garoua, qui semble partager votre avis, Baudelaire. Ils ont gagné chez nous, ça veut dire qu'on peut faire pareil chez eux. Donc nul n'était des petites erreurs, je crois qu'on aurait dû gagner ce match. Oui, déjà on a les moyens pour aller prendre cette qualification. Tout est possible, rien n'est perdu. En football, c'est ça. On reste focus et on attire aussi l'attention de nos arbitres qui nous ont compliqué le match en refusant ce but-là qui était carrément entré. Mais bon, ça ne peut pas nous empêcher d'aller faire un bon résultat chez eux. Et on croit à la qualification parce qu'on a les moyens on a des joueurs capables athlétiquement, nous sommes bien physiquement, tactiquement aussi. La preuve, on les a causé des énormes problèmes. Donc, on croit à ça, on ira chercher la qualification chez eux. C'était donc Francis Tombi Alemi, attaquant de Coton Sport de Garoua, qui revenait sur la possibilité pour Coton Sport de Garoua d'aller réaliser l'exploit du côté d'Alger. Ce sera dimanche prochain, c'est dans quelques jours seulement. Et nous aussi, ici en plateau, voulons, comme vous, amis internautes, nous voulons y croire parce que nous voulons bien voir Coton le 10 juillet à Cotonou. On prend la transition et on revient parler cette fois-ci de l'équipe nationale féminine du Cameroun qui a changé de sélectionneur. Il s'appelle donc Gabriel Zabo, il est né en 1974,
Et c'est lui qui aura la charge désormais de l'équipe nationale féminine du Cameroun, les Lions Indomptables. C'est un entraîneur qui est passé par beaucoup de clubs. Nous vous en ferons l'économie nous vous les déclinerons dans quelques instants seulement. Mais j'aimerais que nous revenions tous ensemble sur son parcours dans ce papier, dans cet élément réalisé par notre stagiaire Géraldine Pokam, et on revient après pour en parler. Né le 25 octobre 1974 en Ngaoundéré, le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables a fait ses études primaires et secondaires dans cette ville qu'il a vue naître, mais c'est à Douala que le brave Fikaele obtient son baccalauréat. Passionné de football, il fait ses classes dans les clubs de la localité de son enfance. D'abord à l'Antenne Sportive, puis à Mécan et aussi à Zoubladou FC de Ngaoundéré. Entraîneur d'Alam, alors même qu'il est encore joueur, le natif de Ngaoundéré s'intéresse déjà au tennis de l'entraînement. Une fois sa carrière achevée, Gabriel Sabo va multiplier de nombreux stades dans plusieurs villes du Cameroun, et ceci dans l'optique d'affûter ses techniques d'entraînement. C'est en 2000 que le jeune entraîneur se révèle au grand public, alors qu'il exerce au sein des Astres FC de Douala. Tout à tout, Gabriel Sabo déposera ses valides dans plusieurs clubs du pays, à l'instar de l'Union sportive de Douala, Caïmon de Douala, Fauve FC de Baham ou encore Sab de Batier. Soucieux de s'améliorer, Gabriel Sabo se rend en Europe pour un stade de perfectionnement. De retour au Cameroun, il va faire bénéficier de ses nouvelles connaissances à Panthère Sportive d'Undé, AS Matelot de Douala, Colombe Sportive de Saint-Mélima et Stade Renard de Mélon. L'homme qui tient désormais les rênes de l'équipe nationale Fagnon Dames de football est aussi depuis 2015 entraîneur adjoint de la sélection féminine des moins de 20 ans. Le défi majeur du nouveau sélectionneur repose sur la préparation des Lions en vue de la CAN féminine 2022 prévue au Maroc. C'était donc le parcours de Gabriel Zabotosé qui vous a été, n'est-ce pas, relaté par notre jeune stagiaire Géraldine Pokam. Vous y avez certainement saisi qu'il est passé par Camra FC, ASCTF de Bonabéry, AS Douala 2e, AS Douala, Union Douala, enfin, une kyrielle de clubs comme vous l'apercevez tout de suite même à l'écran. Et j'ai envie de vous demander à vous, Louis Baudel-Guiné de notre rédaction, est-ce que c'est un parcours qui destine directement à l'équipe nationale du Cameroun? Si je m'en tiens au parcours, notamment avec les clubs qu'il a eu à diriger, aussi bien en tant qu'entraîneur principal ou alors en tant qu'adjoint, je dirais pas forcément. Maintenant, si je m'en tiens à son rôle qu'il a joué au sein du staff des moins de 20 ans de l'équipe féminine, je dis oui. Et c'est d'ailleurs une initiative louable. Aujourd'hui, on a eu un prédécesseur qui est Alain Djoumfa, qui n'a pas connu cette trajectoire-là, c'est-à-dire être en charge d'une équipe féminine avant bien sûr d'atterrir sur les A, mais là, on a un entraîneur qui a côtoyé le banc de touche des moins de 20 ans de l'équipe féminine du Cameroun et qui arrive sur les A, c'est-à-dire il y a d'abord cette continuité-là que j'apprécie, c'est-à-dire qu'on a un entraîneur qui ne sera pas dépaysé, qui aura des joueurs d'ailleurs qu'il a côtoyé avec les moins de 20 ans. Je parle d'Alexandra Takunda par exemple, qu'il a côtoyé et qui aujourd'hui fait partie de l'équipe A. Donc je pense que sur ce plan-là, il ne sera pas dépaysé, il y a une continuité logique. Maintenant, sur ce qui est de son parcours, c'est un entraîneur que je n'ai pas particulièrement suivi lorsqu'il était à Camrail ou alors des autres clubs qu'on a bien sûr eu à dérouler. Mais voilà, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait juger l'entraîneur au pied du mur en fait. Yvan, Pauder parle du parcours, mais avec vous, j'aimerais qu'on revienne un peu sur un aspect tout autre de cette nomination, en l'occurrence les chantiers de cet entraîneur. C'est quoi, selon vous, les différents chantiers auxquels il sera confronté aujourd'hui? C'est quoi les urgences pour cette équipe du Cameroun? Déjà, avant d'arriver sur les chantiers, il faut interroger les éléments qui ont conduit à la démission de son prédécesseur. Et en tête de ligne, effectivement, il y a la qualité de jeu dont beaucoup s'offusquaient et s'indignaient ces derniers temps concernant cette équipe, estimant qu'il y avait une régression palpable au niveau de la qualité de jeu produite par cette équipe qui contrastait justement avec ce qu'elles avaient montré entre 2015 et 2018 ou 2019 par exemple. Donc je pense que le premier chantier pour Gabriel Sabo, il est là. Il faut restituer à cette équipe une certaine identité de jeu, une certaine qualité de jeu pour essayer quelque part de lui rapatrier sa cote de sympathie qui, à mon avis, avait été un petit peu diluée par la piètre qualité de jeu, permettez-moi la répétition, dont l'équipe avait fait montre ces derniers temps. À côté de la qualité de jeu,
il y a le chantier de la régénérescence. Avec le départ de Renaud Gachou, il avait laissé une équipe constituée de joueuses qui étaient pour beaucoup dans la trentaine et pour certaines qui toquaient déjà aux portes de la trentaine. Donc d'ici, depuis son départ aujourd'hui, ça fait environ 4 ans, il y en a beaucoup qui ont franchi ce cap de la trentaine là. Or, avec Joseph Ndoko, il y avait le processus de la régénération ou la renaissance de cette équipe avait été amorcé. Il avait commencé à intégrer de jeunes joueuses. Ce modèle-là parlait tout à l'heure de Alexandre Takunda, je parlerai de Colin Zana et un certain nombre de jeux, les Chalènes Meillon Ménéné, qui avaient été intégrés à l'époque par Joseph Ndoko. Mais on a eu l'impression qu'avec Alain Djemfa, ce processus de régénérescence avait pris un sérieux coup. Donc il appartient. Il y a eu des Chanel Chapchet qui sont arrivés aussi, non, Yvan? Oui, mais la plupart avaient quand même déjà été intégrés par. C'est-à-dire quand je regarde les joueuses qui étaient là, je ne vois pas vraiment de nouveaux joueuses qu'a amené Alain Djemfa. La plupart étaient des joueuses qui avaient déjà été intégrées par Joseph Ndoko. Il a simplement continué. Mais on a très bien vu que ça ne sait pas. Il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part et il appartient justement à Gabriel Zabo-Tozé dans cette mission principale d'identifier justement ce qui n'a pas marché avec Alain Djemfa dans cette ligne, dans cette course à la régénération de l'équipe et corriger cela pour qu'à un certain moment la transition ne soit pas brutale. À côté de ces deux chantiers-là, effectivement, il y a le chantier des titres. Malgré les bonnes choses que le Cameroun a montrées sur cette dernière décennie, je vais le dire ainsi, le palmarès au niveau de la scène internationale, notamment la Coupe d'Afrique des Nations, reste vierge. On a été très proche, notamment sur les 3 dernières éditions, et c'était la dernière où on a terminé 3 ans, on a quand même terminé 2 fois vice-champion. En 2014 et en 2016 ici à domicile au Cameroun. En 2018, on termine 3e. On a été proche plusieurs fois de remporter cette compétition-là, mais jusqu'ici, on ne l'a toujours pas fait. Aujourd'hui, le Cameroun se positionne peut-être comme étant certainement une des meilleures, mais peut-être la meilleure équipe en termes de football féminin sur l'échiquier africain, dont il apparaît quelque part incongru et par normal qu'au niveau du palmarès, qu'on n'ait pas encore réussi à inscrire au moins une fois notre nom à ce niveau-là. Donc, pour moi, voilà les 3 principaux chantiers qui attendent Gabriel Zabo. Oui. J'ai parlé de l'identité de jeu, la qualité de jeu, j'ai parlé de la régénérescence de l'équipe et enfin le chantier des titres parce qu'il va falloir essayer enfin de pouvoir être champion d'Afrique. Alors, il y a Baudelaire qui a parlé du parcours de l'homme, il y a Yvan qui est revenu sur les chantiers. Mais coach, avec vous, j'aimerais qu'on avance un peu et tout le monde se prononcera sur cette question. Est-ce que c'est l'homme qu'il fallait pour pouvoir enfin permettre au Cameroun de remporter les titres? Parce qu'on sait qu'il y a eu, Yvan l'évoquait tout à l'heure, de nombreux échecs en finale de Cannes et partout ailleurs. Est-ce que c'est l'homme qu'il fallait, c'est l'homme qu'il faut, c'est le président, c'est l'homme qu'il faut pour permettre enfin au Cameroun, aux Lions indomptables, de franchir ce cap-là en glanant des titres désormais? Je pense que personne ne peut vous dire si c'est l'homme qu'il faut ou pas. Ce sont les résultats après son mandat qui vont déterminer si c'est l'homme qu'il fallait ou si c'est l'homme qu'il faut. Je pense que c'est ça. Maintenant, on ne peut pas vous dire que c'est l'homme qu'il faut. On a eu Renaud Gachou, on a eu Djeffa, on a eu Joseph Ndoko qui sont passés par là. Maintenant, c'est le tour de Zabo. Je tiens d'abord à lui dire félicitations et bon courage parce que je sais que ce n'est pas facile. Je suis d'accord que, mais si j'ai un conseil donné, c'est qu'il faut qu'il fasse plus avec de nouvelles choses. Parce que dans cette équipe, il y a un esprit qui règne, qui est l'esprit de Renaud Gachou depuis plus d'une décennie, et qui n'est totalement pas parti. Et moi, connaissant le football féminin, c'est difficile de s'imposer quand vous trouvez une fondation qui est en place chez les filles. Ça, je le dis. Parce que les filles s'attachent facilement à certaines personnes et à certaines choses. Donc, pour que ça passe, il faut qu'ils travaillent à 80-90% avec de nouvelles choses. C'est là où je rejoins Yvan, où il faut qu'ils pensent à bâtir et qu'on attend de plus sur peut-être 1 ou 2 ans. Maintenant, si on veut absolument qu'ils gagnent maintenant, ils sont obligés de faire avec les anciennes joueuses. Maintenant, que stipule son contrat? Je ne sais pas. Si son contrat c'est de gagner à l'immédiat, je vous assure que ça va être un tout petit peu difficile. Ça va être un tout petit peu difficile parce que Renaud Gachou, qui est le bâtisseur de cette épopée, de cette équipe actuellement, n'a pas pu gagner un titre, mais il a été vice-champion. De quoi arriver, il a commencé à mettre sur pied un certain nombre de choses. Bon, mais après, on a estimé qu'il ne pouvait pas continuer. Mais comment on bâtit dans les circonstances actuelles, le contexte actuel du football camerounais, du football féminin qui est quand même, comme on le maîtrise tous? Non. Si c'est moi, par exemple, si c'est moi, je vous le dis de manière claire.
Je ferai à 95% avec de nouvelles joueuses. Donc, out Adjara, out Ongene. Non, Adjara n'est pas si ancienne que ça. Adjara, elle a bon, c'est vrai qu'elle est... Elle est intermédiaire. Voilà, elle est une transition intermédiaire. Par exemple. Qui pour moi... Capitaine, d'ailleurs. Non, pour moi, ce sont des joueuses qui ont atteint le stade de la maturation. Donc pour vous, avis tranché, Abou Dionguéné, c'est out de la sélection? Non, je ne dis pas out. Regardez par exemple comment on a géré le cas de... Gaël? Non, la capitaine... Mani. C'était la transition. Oui. Là, on fait le B2B. Oui, mais après, coach, on vous dira qu'il y a eu cette transition, mais après, il y avait des gens qui venaient derrière. Mais aujourd'hui, on a le sentiment que quand tu as Ongene, après elle, c'est le vide. Non. Écoutez, si on ne prend pas de risque, on va rien obtenir. C'est pour ça, bien que je ne connais pratiquement rien gagné, j'ai apprécié son passage et son processus. Et c'est comme ça que les jeunes entraîneurs, quand on vient trouver un truc en place, on a besoin d'implémenter la touche. Et tu peux pas implémenter une touche quand tu as trouvé une fondation qui a été faite par quelqu'un d'autre. Ça, je vous le dis. C'est-à-dire que si je viens ici à CFoot, je trouve que bon, il y a Alain qui est là, mais depuis maintenant je suis le patron, je vais progressivement, il faut que j'implémente ma marque. Parce que si tu me fais absolument comme un Ongachu, tu te casses la figure. Est-ce qu'on a le temps pour ça au Cameroun? Est-ce qu'on accorde du temps aux sélectionneurs d'imprimer leurs pattes? S'il te plaît, aujourd'hui, dans l'Afrique, on parle de José Mboko. Pourtant, c'est un entraîneur qui n'avait pas d'expérience. Lui, c'est un ami à moi. Je le connais plus que peut-être tous les autres entraîneurs. On a bossé ensemble. On a vécu ensemble, presque dans la même maison. Donc, c'est que aujourd'hui on parle de lui parce qu'il a imposé ses idées. Il m'a dit, coach, tu sais comment on est, j'impose mes idées, après ça on me vit. Aujourd'hui tout le monde voudrait qu'il revienne. Ça je vous le dis. Mais si on le sait faire, je vous assure qu'au bout de 4 il devait changer. Mais c'est effectivement pour ça que je demande, est-ce qu'on a le temps pour ça au Cameroun? Parce qu'il y a Ndoko, comme on le dit, qui était là, à qui on a pas laissé le temps d'imposer ses idées. Il y a Djemfa qui est arrivé, qui est passé. Il y a Zabo qui arrive. Est-ce qu'on lui donnera le temps de faire son travail? C'est là la question, coach. Si on ne donne pas le temps, pourquoi est-ce qu'il va là-bas? Enfin, je vous demande, vous êtes entraîneur et ils ont mettre le milieu que non. Donc, je pense que c'est une nomination et je pense qu'il y a un contrat qui suit. Et dans le contrat, il y a des éléments qui sont à l'intérieur. Si on vous dit, vous savez, il y a d'autres personnes qui sont capables de refuser des contrats. Même celles qui m'ont dit, bon, je veux que tu sois champion. Et après, entre ce qui est écrit sur le papier et ce qui se pratique sur le terrain chez nous, il y a souvent un grand fossé. Je vous laisse répondre à votre question. Allez-y, coach, on vous écoute. Je pense que pour moi, pour que Zabo s'en sort, d'abord c'est un fin technicien. C'est un très bon tacticien. Ça, tout le monde le sait, on a vu ses équipes jouer. Ces équipes ne sont pas médiocres. Je fais le rapprochement avec Eng de Tchad à l'époque, quand le Kondoko était là-bas. Ces équipes n'ont jamais été médiocres. Même sur le gain, tu sens quand même qu'il y a un fond de jeu. Donc, du coup, s'il veut venir faire uniquement avec ces joueuses-là, il ne va pas s'en sortir. Je pense qu'il doit implémenter sa marque. Peu importe ce qu'il va faire. Et s'il réussit à le faire, je vous assure qu'il n'est pas loin d'être champion d'Afrique. Et il y a, regardez maintenant le championnat féminin qui est bien organisé, enfin, un tout petit peu. On voit des joueuses. Dans, je crois, dans Louvre, dans FAP, un peu partout. Maintenant, et puis ils sont des juniors. Donc, même au sein des juniors, il est capable de prendre 5 là-bas. Pas forcément de faire des titulaires, il faut bien me comprendre. Mais de mettre sur pied. Les inscrire dans un processus. Et dans les paramètres de l'entraînement, il y a ce qu'on appelle la continuité, la progression. Il ne faut pas négliger ce facteur. C'est très important. Je pense que pour que ça peut réussir, et puis il peut le réussir. Et en passant, il était technique de Maranatha, qui est une équipe de filles. Donc, je crois qu'il a déjà une idée des filles. Mais pour moi, je pense que les Aboudi Ongene de doigts, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit figé. Voilà, que ce soit un peu la Aboudi Ongene dépendance. Mais parce que j'ai vu à un moment donné, j'ai dit, mais comment une fille qui te fait 2, 3, 4, 5, 6, cette accélération n'est pas capable de te faire un centre. Mais il faut avoir les couilles. Vous dites, écoute, Capi, là, ça ne va pas. Il faut que tu attendes. Et puis, on essaie avec les collègues Diana qui sont venus après. On a vu les Takou, c'est quoi? C'est les qui sont venus après et qui ont démontré, mais après, on les a enlevés. Pourtant, je pense qu'il faut qu'il reste dans la continuité, mais ne pas détruire totalement, mais qu'il sache que s'il veut réussir, je pense que s'il veut réussir, qu'il pense à bâtir. Qu'il ne ne vienne pas seulement faire ce qu'il a déjà fait, qu'il pense à bâtir. Et s'il réussit à implémenter sa marque, son style et sa philosophie, je pense qu'il sera très très aimé par le public camerounais. Gabriel Zabo, donc que le coach prédestine un avenir assez, enfin je dirais peut-être radieux.
c'est une fonction selon ses principes. Ouais. Mais parce que c'est ça, ou tu t'accroches au système qui est en place, Ouais. ou tu as tes principes. Et maintenant, le système qui est en place ne peut pas correspondre à tes principes. Tu fais comment? Tu vas te casser la figure. Bon, on a donné une équipe joueuse au coach Challenger Fan. Lui, à la base, il est préparateur physique. Ouais. Mais une équipe était incapable de faire 2, 3, 4, 5, 6, 7 passes. C'est son style à lui. Vous ne pouvez pas lui enlever ça. Zabo n'est pas le genre qui va te dégager les ballons. Non, on n'attend pas ça de lui. Il va te faire sortir les ballons au pied. Il va te faire une équipe qui est bien sur le plan physique et bien sur le plan dans mes techniques et autres. Je pense que je dis encore qu'il ne s'appuie pas sur ceux qui sont déjà à la porte de sortie, comme Yvan dit. Ouais. Je t'assure qu'il ne va pas réussir. Qu'ils soient capables de dire un jour, comme on a fait à Mani, Oui. tu t'assois, tu regardes les arrêts où on a joué, tu regardes les Johnson jouer. Ou alors, comme Jimfa fait à la gardienne Annette Mondom. Tu mets Ange Baou. Voilà. Par exemple. Par exemple. Ouais. Et par exemple, même comme entre guillemets, c'était un tout petit peu. Oui, après Baou aussi, il a écarté Baou pour mettre la jeune. Donc, il y a tout ça. Donc, non. pour moi, qui reste dans la construction, dans la continuité, pour moi, et qui pense à régénérer l'équipe, comme Yvan le dit. Il faut qu'à un moment donné que ces gens-là, pas Adjara, parce que tu sais, Adjara, moi, je la connais. Elle a 28 ans, 29 par là. Elle n'est pas encore dans la trentaine. Ouais. Par contre, dans chaque équipe, il y a des piliers. Donc, moi, je pense que l'élément fort de cette équipe devait être Adjara et non Abou Diop. Mais ça l'est toujours. Non, la personne qui influence plus l'équipe, pas forcément dans le jeu, c'est-à-dire qui influence plus l'équipe. Oui, c'est la capitaine, évidemment. Mais je vous dis, à un moment donné, il faut qu'on ait les couilles pour dire, écoute, toi, tu peux attendre. Si on réussit à le faire, je vous assure que si Zabo réussit à le faire, principalement pour elle, elle a apporté beaucoup. Elle a donné beaucoup à l'équipe nationale. Donc il est temps de tourner la page Gabriel Aboudi. Non, de manière progressive. On s'est compris, coach. Je crois qu'on s'est compris, ça a été clair. Les internautes aussi ont compris que vous pensez qu'il faut de façon progressive comme on a fait tourner pour la page. Ainsi de suite. Comme on l'a fait pour Gondom, je crois la gardienne. Oui, Annette. Voilà. On choisit au fur et à mesure. Et quand il va réussir à implémenter son esprit, ça va passer. Ok, ça va passer pour le coach. Alors j'aimerais insister avec vous vraiment sur la même question, en quelques mots. Ribodé en Guinée, il y a un nouvel entraîneur qui arrive, vraiment, ayant un avis vraiment tranché sur la question, est-ce qu'il est l'homme de la situation? Je reviens avec la même question. Oui, mais Alain, vous me demandez d'avoir un avis tranché, c'est pas comme si je vais vous dire oui, c'est l'homme de la situation. Je vous ai dit. Après, il y a eu une fois qui était là, on a dit il faut qu'il parte. Il y a un nouveau qui arrive, il y a son passé qui parle pour lui, il y a ses stats, son parcours et autres. Parfois on dit il faut qu'il parte parce que les résultats sont catastrophiques. C'est pourquoi on vous dit il faut qu'Alain Djemfa parte. C'est pourquoi on vous dit qu'il faudrait qu'il parte. Maintenant, Zabo, il est là. On ne l'a pas encore vu. Moi, je n'ai pas encore vu un match de Zabo et à la tête d'une sélection. Attendons de voir. Il y a les échéances qui arrivent rapidement. Il y aura les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, une Coupe d'Afrique qui se jouera au Maroc. Je pense que les échéances arrivent rapidement. On aura progressivement sa patte. Et là, on pourra vous dire, je pourrais vous dire, donner des intentions réelles peut-être de l'entraîneur au bout de 2, 3, 4, voire 5 matchs. Mais là, maintenant, je ne peux pas m'aventurer à vous dire, c'est l'homme de la situation. Il faut encore attendre pour pouvoir avoir un avis tranché sur ce sujet. Alors, il faut attendre, Yvan, vraiment pour sortir définitivement de ce programme avec vous. J'aimerais qu'on avance et qu'on sorte définitivement avec cette toute petite question. Gabriel Zabo arrive. Est-ce qu'il a le réservoir nécessaire pour pouvoir apporter ces transformations que tu prônes et que le coach Lacan-Monté aussi prône dans cette équipe? Est-ce qu'il y a le réservoir nécessaire au Cameroun pour cela? Oui, honnêtement, pour moi qui suis particulièrement ce championnat féminin, depuis le début de cette saison, je peux vous rassurer que dans cette équipe, il y a véritablement du grand amour. Je suis sûr qu'on peut bâtir une équipe de joueuses locales si on prend véritablement les meilleures et qu'on les façonne dans un moule. On aura juste à prendre quelques éléments extérieurs qu'on va greffer et ça va former une très très belle équipe. Actuellement, on a parlé du poste de gardienne. Mikaël Ibina, c'est elle, la jeune gardienne qui a joué. Elle a à peine 18 ans. Elle vient des juniors. Je vous assure, le potentiel de cette fille, elle a un potentiel qui est énorme. Honnêtement, de mémoire, je n'ai jamais vu une gardienne de but au Cameroun qui a les qualités de cette fille. Sortie de balle au pied, les relances courtes, relances longues. Honnêtement, cette fille, elle n'a rien à envier aux gardiens qui peuvent évoluer du côté de l'extérieur. Oui, elle vient des juniors en même temps. C'est pour ça que j'ai parlé d'elle parce que ça fait partie des choses que Zabo a côtoyé dans les catégories jeunes. Donc pour revenir à votre question, je pense qu'il y a véritablement la possibilité de ratisser l'âge. Il y a du potentiel, il y a un vivier énorme dans ce football féminin aujourd'hui. Encore plus avec la venue du sponsor Guinness qui est venu véritablement apporter sur le plan logistique un plus qui a permis qu'on découvre beaucoup d'autres choses. Et je pense que Gabriel Zabo,
D'ailleurs, il était régulièrement dans les stades pendant les matchs du championnat féminin pour observer certains jeux dans le cadre de la sélection dont il était adjoint, la sélection des juniors. Donc je pense qu'il partage certainement mon point de vue. Oui. Et je pense qu'il y a de la possibilité, il y a de la matière, il y a de la ressource sur laquelle Gabriel Zabo pourrait s'appuyer pour pouvoir bâtir cette équipe. Mais peut-être avant de sortir définitivement, est-ce que ces filles-là, on ne va pas retomber dans les éternels problèmes de manque d'intelligence tactique qu'on a avec les hommes? Est-ce qu'on ne se dirige pas vers cela? Le problème, il est plus large parce que ces rudiments-là, ça s'inculque dès le bas âge. Au niveau de la formation, c'est là où c'est au niveau de la formation qu'on façonne le joueur. Quand un joueur a franchi l'âge de 18 ans, je passe sur le contour du coach, on lui apprend plus. Il n'y a pas 50 écoles de formation de filles au Cameroun. Oui, c'est. T'arrives à peine, il y a quelques petites écoles qui font. Oui, c'est un problème qui est un petit peu. C'est un problème qui est un petit peu général au niveau de l'Afrique, mais c'est pas le temps de 2 ou de 3 ans qu'on va corriger ça. Ça doit rentrer dans une politique beaucoup plus globale qu'on doit pouvoir implémenter au niveau de la direction technique nationale, définir les profils de formation, les prototypes de joueurs qu'on a envie de former sur le plan local et leur imposer au niveau des centres de formation parce que ce sont eux qui prennent les enfants suffisamment tôt et qui ont le temps de les façonner. Quand un fait déjà, c'est-à-dire que quand il est sorti de la chauffe, il est difficile de le tordre parce qu'il devient plus difficile. Voilà. Donc c'est quand le fer est encore chaud, comme on le dit souvent, qu'il faut le battre parce que là c'est plus facile de le tordre dans un sens ou dans l'autre. Mais lorsqu'il est déjà solidifié, ça devient compliqué. Donc pour revenir à ta question, pour inculquer ces valeurs-là, ça fait partie des valeurs qu'il faut inculquer à nos footballeurs et ça doit rentrer dans des prototypes de formation, dans des protocoles de formation clairs. Et ça, c'est au niveau de la DTN, c'est beaucoup plus large et ça prend beaucoup plus de temps pour être. C'est quasiment une génération, et une génération en termes de football pour se bâtir, c'est pas moins de 7, 8 ou 10 années. Donc ça peut pas se faire sur une ou deux années, c'est plus compliqué. Moi, je voulais compléter en disant, par rapport à ce que tu as dit, il y a deux choses. Par rapport à Nzabo et les autres qui sont venus. Soit on va laisser stéréotyper, soit on fait... On impulse une dynamique. Soit on fait la transition. Et au football, la phase de transition, c'est la phase la plus dangereuse. C'est là où une équipe coule. Soit il faut absolument, soit on dit que bon écoute tu restes là, tu ne changes rien, tu travailles, soit on fait la transition. Et moi je pense que la transition c'est ça la clé de réussite. Tout comme dans le football, c'est ça la clé de réussite pour Zabo. Il faut absolument, il faut absolument au moins à 90% de manière progressive, je le dis encore, inculquer du sang neuf et faire en sorte que d'autres personnes doutent et mettre d'autres personnes dans le doute. Je suis convaincu que s'il fait ça, il va s'en sortir. Il faut transiter. Il faut transiter maintenant et puis que le peuple camerounais l'accompagne, que l'État qu'il a mis là-bas l'accompagne et qu'on comprenne que nous sommes une phase de transition. Regarde par exemple le coach qu'on a mis avec les U17 du camp, je parle de Anissé. Puis il a refait à zéro, totalement. Il a refait à zéro, donc je pense qu'il faut transiter. Alors, il faut transiter, je pense que le message il est passé. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci Yvan, merci au coach Lacombe, merci Louis Baudelaire. J'espère que vous aussi à la maison vous avez aimé. Merci à nos amis Ghislain, à Yves et à Karim qui étaient là-bas à la réalisation. On espère se retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures sur CFoot. Ciao, ciao, bye bye.